Alors, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à ce lancement de cette programmation pour l'été 2018. On vous remercie d'être nombreux. C'est une programmation, vous allez voir, dont nous sommes extrêmement fiers. On le dit à chaque année. Qu'est-ce qu'on va faire de mieux? Mais je vous dirais qu'est-ce l'angle à lequel j'aimerais vous inviter à réfléchir aujourd'hui, c'est la mission d'un musée. On en a parlé dernièrement lors de notre assemblée annuelle. On en parle souvent des rôles des musées. J'en discutais tout à l'heure avec les dames. On comprend mal souvent ce qu'est un musée. Et avec un musée dans une communauté, c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur soi-même, c'est une qualité de vie plus grande, c'est une vie complète, plus complète pour une communauté. Et où se trouve un musée, se trouvent des activités, se trouvent des artistes, se trouve un développement culturel et se trouve une vie de grande qualité. C'est ça le rôle d'un musée. Et c'est là-dessus qu'on travaille depuis des années. On a, depuis des années, fait de grandes programmations. Vous allez découvrir aujourd'hui une programmation digne des grands musées nationaux du pays. Et vous allez voir que quand on disait il y a une dizaine d'années, nous ferons de cette ville un centre prestigieux en art contemporain, mais je pense que cette réalité commence à se faire concrète dans les programmations que nous offrons, que nous présentons, et sur les visions que nous aurons pour l'avenir avec la ville, avec les conseillers, avec M. le maire que je salue, avec M. Fizette qui est là, avec tous les gens qui croient que la culture est un élément, pas seulement pour les touristes, mais un élément pour les membres de la communauté. Ceci étant dit, avant de débuter, j'invite notre président, M. Simard, à vous souhaiter la bienvenue. Merci, M. le directeur. Merci vous tous d'être ici. C'est toujours gratifiant de voir tous les gens qui viennent au lancement de la programmation. Vous savez, chaque événement depuis un petit moment qu'on vit au musée est toujours un peu marquant parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier lancement qu'on fait avec M. Tremblay. Vous savez, c'est un peu émotif. Là. Ça fait une semaine que je passe quand même, puis je voulais le souligner, c'est important. M. Tremblay l'a dit, c'est une année qui est super importante pour nous, puis qui va être marquée un peu par le changement, parce qu'on va avoir une des plus grandes expositions que le musée a jamais eues. Vous allez voir tout à l'heure la programmation. Et le symposium est maintenant relocalisé. Vous allez vivre de nouvelles expériences, puis j'espère que vous allez participer en grand nombre. Mon rôle aujourd'hui est de vous remercier, de vous inviter à diffuser la bonne nouvelle, à venir participer à nos activités et à remercier tous les partenaires. J'en ferai pas la lecture, mais ils sont tous identifiés très bien à l'endos des documents. Et surtout à remercier toute l'équipe du musée qui répond toujours présent à chaque activité, à chaque fois qu'on leur lance un défi. La plupart sont ici aujourd'hui. J'en profite pour vous saluer, vous remercier et à vous inviter en grand nombre. Merci. Bon lancement. On va commencer par la programmation du musée qui débutera le 23 juin. Ça a été une grande aventure, mais avant de vous en parler brièvement et de vous présenter la commissaire, je veux remercier toute l'équipe du musée. Martin Ouellette, Sandra Lavoie, Richard Ferland, Patricia, toute l'équipe, parce qu'on a relevé un gros défi en présentant et en préparant l'exposition de la Révolution Bordua. Cette aventure a commencé il y a 2 ans. On pensait la présenter l'été dernier, mais le défi était trop grand. C'était une exposition d'envergure et on s'est rendu compte en cours de route qu'on n'y arriverait pas pour l'été 2017. Alors, il a fallu reporter le projet. Il a fallu obtenir les accords du gouvernement pour le faire parce que les subventions étaient prévues pour 2017. Alors, il y a eu un report de subventions et il a fallu travailler très fort parce que c'est un projet, je vous le dis, là, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que préparer un projet d'exposition souvent. C'est des prêts d'œuvre des grands musées nationaux, il faut obtenir les permissions, il faut les assurer, il faut organiser la logistique du transport. Ce sont tous des détails extrêmement importants et qu'une institution doit faire dans un cadre professionnel parce que sans ça, le projet... Et il faut obtenir des tableaux aussi de la part de prêteurs qui
je pense à M. Lassonde, par exemple, qui va prêter 2 borduas, si ma mémoire est bonne. Alors, rejoindre M. Lassonde à Toronto, le convaincre d'embarquer dans le projet, c'est tout ça, ces projets-là, c'est vraiment important. Alors, la Révolution Bordua, après, Marcel Ferron, François Sullivan, Fernand Leduc, Pierre Gauvreau, Jean-Paul Riepel ont occupé nos salles. Maintenant, on va présenter Bordua, qui est probablement qui est l'auteur du Refus global, qui est celui, vous savez, nos générations qui nous ont précédés, mes frères et sœurs qui étaient à l'université me disaient, Jacques, toi, tu n'as pas connu l'obscurantisme intellectuel des années 50, quand nous étions à l'université, il fallait aller chercher des livres sous les comptoirs à la cachette parce que ceux qui n'avaient pas l'imprimature, on n'avait pas le droit d'y avoir accès. C'était ça le Québec des années 50. Et vous avez toute cette panoplie d'artistes de différentes disciplines qui vont prendre conscience qui souffrent de cette espèce de noirceur intellectuelle et qui vont être à la base, dans le fond, des grands mouvements intellectuels du Québec. C'est ça qu'on présente au musée, parce que le musée, c'est aussi un facteur d'évolution, de changement d'une société. Et le message de Bordua, de Sullivan et de tous ces grands noms, il est encore très actuel. On a besoin de se rappeler que nos acquis d'une société juste et raisonnable, c'est toujours fragile. J'écoutais Céline Galipeau hier soir qui parlait des journalistes, vous me permettrez cette diversion, mais la culture, c'est ça aussi, c'est l'actualité politique qui nous entoure, et qui disait comment c'était fragile la liberté de la presse. Mais la liberté de penser, de réfléchir, de créer, c'est aussi fragile dans une société. Et c'est avec Bordua, c'est ce qu'on présente aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous m'excuserai de cette parenthèse un peu politique, sociétale, si on peut dire ainsi. Mais c'est ça l'art, c'est ça la culture, c'est ça un musée qui grandit. C'est de présenter des choses qui ouvrent l'esprit, qui rappellent ce qui s'est passé pour mieux construire l'avenir. Et pour parler de cette magnifique exposition, j'invite maintenant une collaboratrice du musée depuis des années qui a commencé à collaborer avec Françoise Labbé et qui a été présente avec nous et qui a pris la direction de ce beau projet et elle va vous en faire la teneur. Alors, j'invite Anne Beauchemin. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer l'exposition qui va ouvrir sur Paul-Émile Bordua le 23 juin. Comme le mentionnait M. Tremblay, c'est une exposition qui a demandé beaucoup de préparation. Ça fait 2 ans qu'on y travaille. J'aimerais remercier les autres collaborateurs, les 2 chargés de projet qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse justement réussir à emprunter les œuvres de Bordua. Alors, Annie Guindon et Marion Ribrol et ma collègue historienne de l'art, Louise Vigneault, qui est professeure à l'Université de Montréal. Enfin, ça a été une équipe extraordinaire. C'est encore une équipe extraordinaire. On n'a pas encore tout à fait fini. Mais enfin, ça a été un projet vraiment inspirant, enlevant. Et j'espère que le projet va vous inspirer autant. Alors, je vous présente un peu le contenu, l'orientation de l'exposition telle qu'on l'a discuté et orienté finalement. Alors, l'exposition s'intitule « La Révolution Bordua, espace et liberté ». Ces 3 mots, révolution, espace et liberté, ces 3 mots-clés avec lesquels on se promène dans l'exposition qu'on a organisée. Alors, révolution, c'est pour marquer justement la soif de changement qui a animé Bordua dans tout son parcours, autant d'artiste que son parcours d'homme dans la vie de tous les jours. Sa soif de changement. Le mot « espace » au pluriel pour souligner tous les espaces de création, d'expérimentation qu'il a traversés au cours de sa carrière. Il a vraiment travaillé dans différentes approches picturales. Il a exploré vraiment, il s'est orienté à un moment donné vers le monde psychique avec l'automatisme. Alors, le mot « espace », on le prend dans un sens multiple pour justement signaler la diversité de ces approches.
Il est aussi question des espaces au sens géographique. Bordua a été très attaché aux milieux dans lesquels il a travaillé, à Saint-Hilaire, à Montréal, New York, Paris. Alors, c'est tous ces endroits aussi qu'on souligne à travers l'exposition. On s'est dit aussi que, à l'occasion du 70e anniversaire du Refus global, le 9 août cet été, ça va faire 70 ans que le Refus global va avoir été publié. On s'est dit que ça serait bien de retourner aux origines, aux sources de Bordua. Alors, on a travaillé beaucoup à partir de ses écrits, pas seulement des écrits du Refus global, mais tout. Bordua a écrit beaucoup de textes et il y a toute sa correspondance aussi dans laquelle il exprime beaucoup de choses sur sa vision de l'art, sa vision de la société. Alors, on a utilisé ses écrits, sa parole, pour montrer, dans l'exposition, pour montrer justement l'intensité avec laquelle il a travaillé. Il y a des images très, très fortes dans les mots qu'il utilise pour décrire son travail, sa pensée. Alors, ces mots-là, on les retrouve dans les textes en salle, on les retrouve dans le catalogue, on les retrouve dans l'audioguide qui est fait en majeure partie d'extraits de textes de Bordua. Alors, le contenu comme tel de l'exposition, il y a 5 moments de la production de Bordua qui est présenté, des œuvres de jeunesse, où il y a Bordua, au tout début, se destinait à être un peintre de décoration d'église. Et on va voir que ça a énormément changé après. On va voir aussi Bordua photographe. Il a travaillé un contrat pour le gouvernement en 1938 en Gaspésie. Et parallèlement à son contrat, il a fait beaucoup de photographies de paysages qui sont vraiment magnifiques. Et après ça, il y a des œuvres de la période automatiste, il y a des œuvres de la période new-yorkaise et de la période parisienne. Bordua est décédé à Paris en 1960, donc on a des œuvres vraiment, sans être une rétrospective, parce qu'on a donné une approche plutôt thématique à l'exposition, on couvre quand même la majorité de son parcours. Alors, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été rarement exposées, des œuvres qui viennent de collectionneurs. Donc, on est plus habitué à voir des œuvres qui sont exposées dans les musées, quoique les musées n'exposent pas tout de leur collection. Mais il y a beaucoup d'œuvres de collectionneurs, dont une qui est exposée pour la première fois. Elle a été achetée dans l'atelier de Bordua dans les années 50. Elle n'a jamais été exposée par la suite. Donc, c'est la première fois qu'elle est exposée. On présente aussi des documents d'archives. Il y a 4 photographies, entre autres, de Bordua qui sont inédites, qui n'ont jamais été publiées, jamais été reproduites, présentées dans des expositions. Bref, il y a beaucoup de découvertes à faire dans l'exposition. Et en fin de parcours, comme le mentionnait M. Tremblay tout à l'heure, l'œuvre de Bordua, elle est encore actuelle, avec tout l'esprit critique qu'il a eu envers son époque. Il y a beaucoup d'artistes qui continuent de s'en inspirer. Donc, on termine l'exposition sur des témoignages qui ont été réalisés par des artistes, des œuvres visuelles, musicales, de la photographie, enfin, toutes sortes de manifestations qui se sont produites jusqu'à récemment et qui, par des gens qui se réfèrent à la pensée de Bordua. Alors, on trouvait que c'était une belle façon de clore l'exposition en terminant sur l'actualité de son propos. Je vais terminer en vous parlant de la table ronde qui va avoir lieu le 7 août prochain. La table ronde va réunir des spécialistes de Bordua. Alors, Louise Vigneault, qui a été consultante sur le projet pendant toute la préparation du projet. Jean-Philippe Warren, un sociologue qui a écrit un livre absolument super intéressant, L'art vivant autour de Bordua. Jean-Philippe Warren s'est intéressé, comme sociologue, s'est intéressé beaucoup à la société, justement, des années 40-50, dans laquelle Bordua a évolué. Et il y a Sophie Dubois, qui est une jeune docteure en littérature, qui a fait une publication récente, très, très analytique, très vraiment exhaustive sur le manifeste Refus global. Alors, ces 3 personnes vont être invitées. La forme que va prendre la table ronde, ça va être des discussions entre ces gens-là et la salle autour de quelques questions qui vont être proposées. Alors, on veut que ça soit un moment d'échange qui va être dynamique. Chacun ne fera pas sa conférence. Ça va être plutôt des échanges pour, justement, approfondir notre connaissance de la pensée et de l'œuvre de Bordua.
Alors voilà, je vous invite vraiment tous et toutes à venir visiter l'exposition. Je pense que ça va être un grand moment aussi pour le musée d'accueillir cette exposition. Merci beaucoup. Alors, Mme Anne Beauchemin, vous êtes la commissaire de l'exposition Bordua qui va avoir lieu cet été, ici même au Musée d'art contemporain. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, parce que c'est une exposition majeure qui s'en vient ici à Baie-Saint-Paul, qui est le personnage Bordua? Bordua, c'est un des grands noms de l'histoire de l'art au Québec. C'est un des peintres, en fait, celui qui a peut-être provoqué les plus grands changements dans l'art moderne. Le Québec, au début du 20e siècle, Bordua, il est né en 1905, il est mort en 1960. Donc, il a vécu vraiment la grande période de sa carrière dans les années 40, dans les années 50, à une époque où le Québec c'est la période qu'on appelle très, très conservatrice. C'est le régime de Duplessis et tout. Alors, il y a une mentalité qui était demeurée très conservatrice au Québec. Et Bordua a apporté un vent de changement en art vraiment très, très important. Ça s'est fait beaucoup par le biais de la révolte contre les valeurs de la société dans laquelle il vivait. Et ça s'est fait en art par un bouleversement complet de la manière de concevoir des tableaux, dans la manière de peindre. Alors Bordua, c'est un des premiers peintres abstraits au Québec et puis c'est un des grands noms de l'histoire de l'art québécoise et canadienne. Et sa réputation va au-delà du Québec et du Canada. Sa réputation, elle est internationale. C'est un peintre. On va voir dans l'exposition aussi le nombre d'expositions auxquelles il a collaboré. Alors, c'est un peu partout dans le monde, au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient. Alors, il a participé à de grandes expositions organisées notamment par la Galerie nationale à Ottawa, ce qu'on a actuellement le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Donc, il a participé vraiment il a été le chef de file, finalement, d'un grand mouvement de renouvellement des arts. Ça a été le chef de file du groupe des automatistes qui a commencé à travailler travailler la peinture d'une manière beaucoup plus spontanée, à partir de toutes sortes d'intuitions qui leur venaient, le travail à partir de l'inconscient. C'est toutes des nouvelles valeurs, des nouvelles bases pour la création qui ont été explorées par Bordua. Bordua s'est beaucoup inspiré des dessins d'enfants. Il était professeur de dessin, donc il enseignait à des enfants, il enseignait à des adultes aussi. Alors, les dessins d'enfants ont été pour lui un exemple de spontanéité. C'est la spontanéité aussi qu'il a transposée dans son travail. L'exposition qui s'en vient a pour thème, la révolution, espace et liberté. Ça a été quoi votre guide pour dire voici ce sur quoi on va tourner en termes de sujet? En fait, on n'a pas voulu faire une exposition rétrospective, genre biographique, parce qu'il y en a eu énormément d'expositions sur Bordua qui ont été faites de cette façon-là. On a voulu aborder son œuvre d'une façon plus thématique pour faire comprendre le sens de sa démarche, les idées qui l'ont motivé, pourquoi il a décidé de travailler de cette façon-là et non pas de telle autre. Donc, on trouvait, moi et mes collègues, on a trouvé que c'était préférable d'entrer dans son œuvre à travers des thèmes. Le thème de la Révolution, il est vraiment très, très important, puis il est vraiment ancré dans le manifeste du refus global dont on fête le 70e anniversaire cet été. Donc, c'est vraiment un cri qu'il lance dans l'espace social, un cri de révolte qu'il lance dans l'espace social. Mais son cri de révolte, il est à la fois artistique, il est à la fois social. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le mot révolution Bordua, parce qu'il a été un grand moteur de ce vent de changement qui a commencé à souffler dans les années 40 et 50. Et le mot espace, on l'utilise au pluriel pour témoigner de tous les espaces de recherche qu'il a développés dans son œuvre. Alors, ça peut être, connaître les mouvements d'avant-garde moderne européens qui ont, au début de sa carrière. Après ça, ça a été l'espace géographique à travers ses photographies, à travers les endroits où il a habité, l'espace psychique à travers la période automatiste. Et après ça, l'espace. La peinture, la notion d'espace pour la peinture, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, la façon dont il a travaillé l'espace aussi dans ses tableaux.
Quand on travaille une exposition du genre en tant que commissaire, dans quel état d'esprit on se met? Ça procure quoi comme satisfaction? Ah, c'est énormément de plaisir. C'est une occasion rêvée pour prendre le temps d'entrer dans le travail d'un artiste. Et préparer une exposition, c'est aussi la travailler dans le sens où, pour le public, pour faire comprendre le public, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va montrer au public pour qu'il comprenne bien tout le travail qui a été accompli par Bordua. Donc, c'est un moment de grande satisfaction de pouvoir s'arrêter à un peintre qui a une pensée aussi riche et une œuvre qui est aussi exploratoire dans différentes manières. C'est vraiment... et c'est ce qu'on espère avoir communiqué dans le choix des œuvres, dans les textes qui vont expliquer tout son travail aux visiteurs qui vont se présenter à l'exposition. C'est quelque chose qui se travaille à long terme aussi, là. Oui, l'exposition, c'est 2 ans de travail. 2 ans de travail pour trouver les œuvres, pour définir, en fonction des œuvres qui sont disponibles, définir un peu quelle relation on va établir entre toutes ces œuvres-là, qu'est-ce qu'on va en dire, la manière de les grouper pour faire sens aussi, parce que construire une exposition, bien, le sens se développe au fur et à mesure qu'on sait qu'on va exposer telle œuvre et telle autre, que les musées, il y a 5 grands musées qui ont contribué à cette exposition-là, plus autant de collectionneurs, sinon plus. Donc, c'est très enrichissant. Pour organiser une exposition, c'est très enrichissant et c'est ce qu'on espère transmettre aux gens qui vont visiter l'exposition. Une particularité aussi de cette exposition, c'est qu'elle va voyager après. Oui, l'exposition est présentée également au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke pour des périodes aussi longues. En fait, dès que l'exposition va partir en novembre, ici, elle s'en va 2 semaines après, elle s'en va au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, où elle va être exposée jusqu'au printemps. Après, il y a un intervalle où les œuvres vont être entreposées et après, elle continue son voyage à Rivière-du-Loup, au Musée du Bas-Saint-Laurent, où elle va être exposée encore pendant 4 mois. Pour un commissaire, quand son exposition comme ça voyage, c'est quoi? C'est un baume? Bien, c'est super intéressant parce que, bon, c'est un travail qui est quand même... c'est un travail de recherche, monter une exposition comme ça. C'est un travail de rédaction de textes, de catalogue et tout. Alors, plus l'exposition est vue, c'est sûr que pour nous, c'est encore mieux parce qu'il y a plus de gens qui vont voir le résultat du travail qu'on a fait. Et ça contribue aussi à faire connaître la culture, ça contribue à faire connaître ce grand nom de l'art québécois qui est connu par certaines personnes, moins connu par d'autres. Alors, on est content de contribuer à cette meilleure connaissance de l'art québécois, de la culture québécoise des années 40-50. Madame Beauchemin, merci et bon succès avec cette belle exposition. Merci infiniment. Je pense que sans trop pécher par excès, je pense que ce sera une des plus grandes expositions que Baie-Saint-Paul recevra. Puis Dieu sait qu'on en a reçu des plus importantes, mais sous l'angle qu'on le présente, c'est une des grandes expositions qui probablement fera sa marque au Québec. Je veux juste rappeler que cette exposition sera itinérante par la suite. Elle circulera à travers le Québec, notamment au musée de Sherbrooke et au musée du Bas-Saint-Laurent. Alors, pour un musée, c'est important quand son exposition circule aussi. Et il y aura, on en reparlera peut-être plus tard, un magnifique catalogue qui sera en vente au prix de 25 $. Alors, j'ose dire le prix. Mais le catalogue est extraordinaire. C'est les textes d'Anne Beauchemin principalement. Et je vous le dis, là, c'est un magnifique catalogue avec toute l'analyse de la démarche de Bordua. Alors, on est extrêmement fiers de ce catalogue dont la couverture est prestigieuse et qui sera sûrement très populaire, que les gens vont pouvoir se procurer au musée. Il y aura aussi une autre exposition importante au musée qui est sous la gouverne de notre conservatrice et commissaire pour cette exposition, Patricia Aubé. On va présenter ta pièce sur la mezzanine et sur les autres salles annexes. Alors, c'est une exposition extrêmement importante dont on est fiers aussi. Il y a eu des collaborations importantes dont Patricia va vous parler.
Alors, sans plus tarder, pour vous parler de l'autre exposition, c'est de Tapiès, qui on présente en même temps que Bordua. Alors, j'invite Patricia, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis très contente d'être ici ce matin pour vous présenter l'exposition Anthony Tapiès, La matière à l'œuvre. Moi, je trouve que c'est vraiment une chance incroyable qu'on a de pouvoir présenter les œuvres d'un des artistes catalans quand même les plus importants de sa génération, qui a côtoyé des artistes comme Picasso, comme Miro, comme Dali. On parlait hier avec Martin Ouellette. C'est vrai qu'Anthony Tapiès est peut-être un peu moins connu au Canada. En Europe, il est très, très connu et reconnu. Juste pour vous donner une idée, il y a plusieurs musées d'importance, en fait, qui ont présenté des rétrospectives de son travail, dont le Musée national d'art moderne de Paris, le Guggenheim de New York et le Reina Sofia de Madrid. Donc, on parle vraiment ici des plus grands musées du monde. Et cet été, c'est à Baie-Saint-Paul qu'on va avoir la chance, le plaisir, en fait, de voir une 50aine d'œuvres de cet artiste majeur. Et je tiens à mentionner aussi que ça fait une belle suite à l'exposition qu'on avait présentée en 2016, à l'été 2016, Fenosa et Picasso, une amitié. Alors, deux autres artistes catalans très importants. Donc, ça s'inscrit un peu à la suite de tout ça. Avec cette exposition-là, moi, ce que je voulais présenter, c'est... je voulais surtout mettre en lumière, en fait, l'originalité de l'œuvre gravée de Tapiès. Alors, vous allez voir que même si on est dans le domaine de l'estampe, ces œuvres ont vraiment une matérialité qui est extraordinaire. Souvent, on va se dire, c'est plus intéressant des peintures, par exemple, que des estampes, mais je vous le dis, avec Tapiès, c'est pas le cas. La surface plane du papier avec Tapiès, en fait, elle va laisser place à de la matière, à des reliefs sculpturaux et à des qualités, en fait, très tactiles. Donc, finalement, c'est aussi intéressant pour les yeux que pour le sens du toucher. Mais on ne pourra pas toucher aux œuvres, évidemment, mais on peut quand même apprécier ces qualités tactiles-là qu'on va voir dans les œuvres de Tapiès. Évidemment, la sélection d'œuvres que j'ai faite permet aussi de nous sensibiliser aux grands thèmes qui ont traversé l'œuvre de Tapiès, entre autres l'évocation en fait de sa Catalogne natale. Alors, Tapiès, il est né en 1923 à Barcelone, et quand la guerre civile va éclater en Espagne, il était adolescent. Alors, évidemment, il va être touché par ça, mais aussi par les années d'après-guerre, avec toute la dictature de Franco, qui va quand même durer 36 ans et qui va vraiment isoler la Catalogne là, sur le plan culturel. Donc ça, on va voir ça à travers son œuvre. Ensuite, un autre thème qui va vraiment ressortir de l'exposition, c'est vraiment l'intérêt de Tapiès pour l'être humain, qui va, entre autres, être suggéré par les représentations et les empreintes aussi du corps. Vous allez voir parfois des empreintes de mains, de pieds, de bras. Donc, il y a vraiment un rapport très direct à l'être humain. Et ce rapport-là, il l'exploite aussi à travers les objets du quotidien qui nous accompagnent. Donc, des fois, on va voir des sujets qui peuvent nous paraître un peu surprenants. Par exemple, je vais présenter une série de 11 œuvres, en fait, qui portent sur le thème de la chaise. Donc, la chaise qui peut nous paraître un peu banale. Mais il faut comprendre que Tapiès, en fait, est très, très intéressé par toutes les philosophies orientales, où, justement, le sublime peut se trouver dans les choses les plus simples, justement, les plus banales, comme une chaise, comme par exemple une corde. Donc, c'est d'autres sujets aussi qui vont traverser son œuvre. Alors, au total, l'exposition comprend en fait une quarantaine d'estampes originales. On va avoir aussi une sélection de livres d'artistes. Alors, il a collaboré avec plusieurs auteurs, surtout espagnols et français. Et on a aussi 2 œuvres uniques. Alors, c'est pas rien d'avoir des œuvres uniques en fait de Tapiès ici au Canada et à Baie-Saint-Paul. Et tout ça, c'est vraiment grâce à la collaboration du docteur Yvon Tardif. Yvon Tardif, qui est un grand passionné d'art, mais aussi un grand passionné de l'œuvre de Tapiès. Alors, il y a même une petite réserve chez lui. Il y a une grande collection d'œuvres de cet artiste-là. Et en fait, la majorité des œuvres de l'exposition proviennent de sa collection personnelle. Il y a une partie aussi des œuvres qui viennent de la collection du musée, mais c'est M. Tardif qui nous en a fait don dans les dernières années. Donc, c'est vraiment lui qui est allé en Europe et qui a rapporté des Tapiès là, tout au long de sa vie et qui, aujourd'hui, nous permet, en fait, de présenter tout ça. Et il y a même un processus aussi de donation qui est en train de se faire. Donc, plusieurs des œuvres de l'exposition vont être transférées directement à la collection du musée. Donc, c'est quand même un atout important là, pour nous aussi. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention.
Alors, Patricia Aubé, commissaire pour une exposition et en même temps conservatrice ici au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, vous avez préparé une exposition qui vient, si vous voulez, supporter ou même compléter, si c'est le bon terme, l'exposition de Bordua cet été au Musée d'art contemporain. Exactement, oui, c'est ça. On a l'exposition Anthony Tapiès, La matière à l'œuvre, donc qui va en fait habiter les autres salles du musée, outre la grande salle Françoise Labbé, où il va y avoir Bordua. Donc ça va être quand même une grande exposition avec une 50aine d'œuvres sur Anthony Tapiès. C'est un grand artiste, là, c'est pas n'importe qui. Oui, effectivement, Anthony Tapiès, il est plus connu en Europe qu'ici au Canada. Évidemment, les collectionneurs, les historiens de l'art le connaissent très bien ici aussi. C'est un artiste qui a eu des rétrospectives, entre autres, au Centre national d'art moderne de Paris. Il y en a eu au Reina Sofia à Madrid, au Guggenheim de New York, donc vraiment parmi les plus grands musées du monde. Donc, on est très chanceux d'avoir des œuvres de cet artiste-là à Baie-Saint-Paul cet été. Ça va être vraiment un plaisir de voir ça. Là. En fait, c'est pas le premier artiste catalan qui vient, là. Non, c'est ça. Cette exposition-là, elle fait suite à l'exposition qu'on a eue à l'été 2016, Fenosa et Picasso, une amitié. Donc, deux artistes importants, catalans aussi. Donc, ça va être intéressant là, de voir un peu la suite de tout ça. Là. Parce que ces œuvres, comment dire, au niveau création, est allé chercher son inspiration à plusieurs endroits, là. Oui, c'est ça. Bien, en fait, ce qui intéresse beaucoup Tapiès, c'est la matière. Okay? Vraiment, la matière. Quand on regarde, par exemple, ses peintures, ses techniques mixtes, il va intégrer du sable, il va intégrer du vernis, des choses un peu inusitées. Là, la plupart des œuvres qu'on présente, c'est de la gravure. Donc, c'est vraiment une technique d'impression. Sauf que des techniques d'impression, plusieurs, en fait, parce qu'il va vraiment exploiter ça pour nous faire sentir cette matière-là. Cette matière-là qui peut être, par exemple, sous la forme d'empreintes, hein, où il va vraiment faire des reliefs presque sculpturaux sur des papiers. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Des fois, les gens se disent à la gravure, c'est moins intéressant, mais Tapiès, il y a vraiment une réflexion derrière ça. Puis, vous allez voir, c'est aussi intéressant pour l'œil que pour le sens du toucher. Là. Il y a vraiment des qualités tactiles qui ressortent. Là. L'exposition va être de la même durée que celle de Bordua? Oui, c'est ça, exactement. C'est les mêmes dates. Là. Donc, du 24 juin au... je me souviens plus. Au mois de novembre, je ne serai plus là. Hein? Ben oui. Il faut le dire, hein? Patricia est enceinte et très bientôt, elle va accoucher, effectivement, d'une œuvre assez particulière. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est impressionnant. Moi, je peux juste vous dire que je suis allé chez le docteur Tardif et je suis arrivé dans la maison. J'ai été impressionné par le nombre d'œuvres qu'il y a partout dans la maison. Je lui ai dit, vous faites compétition au musée. Et puis, il m'a fait visiter sa réserve. Écoutez, quand on est rendu qu'on construit une réserve avec des panneaux circulaires, écoutez, là, on est dans une autre dimension. Bonjour, mesdames. Alors, c'est exactement ça. C'était vraiment impressionnant. M. Tardif c'est un grand chirurgien, mais c'est aussi un grand collectionneur. Et on a tout un réseau actuellement de donateurs d'œuvres actuellement au musée qui travaillent avec nous. J'en profite pour les remercier parce que ça alimente notre collection de façon importante. On a acquis pour 1 million d'œuvres l'an dernier dans la collection. Je peux vous dire que depuis 10 ans, c'est presque pour une valeur d'1 million chaque année qu'on a acquis. Alors, ça vous donne une idée de l'importance de cette collection pour Baie-Saint-Paul. C'est un patrimoine. Je dis souvent aux membres du conseil d'administration, vous êtes les gardiens d'un patrimoine extrêmement important pour la ville de Baie-Saint-Paul. Il faut que vous en preniez soin et que vous soyez conscients que vous préservez pour l'avenir un grand patrimoine. Alors, dans le musée, il y aura donc aussi le renouvellement de l'exposition permanente au sous-sol qui porte sur le symposium. Ça sera sa dernière année parce que l'exposition permanente sera renouvelée avec les œuvres justement de la collection. Alors, on pourra découvrir des nouvelles œuvres qui ont été réalisées durant les différents symposiums que vous pourrez redécouvrir dans la salle du sous-sol. Alors, donc, au musée, pendant l'été, vous avez Bordua, Tapiès et les œuvres du symposium dans le cadre de Zone libre échange. Entrez, messieurs les conseillers et madame la conseillère. Alors, bienvenue. Alors, voilà, c'est pour ce que vous pourrez découvrir. On est très fiers de ces expositions, vous le comprendrez. C'est des expositions majeures
Et je pense que ça sera vraiment la révolution après l'évolution du G7. Alors, excusez-moi, ça m'a échappé. Avant d'aborder le symposium, vous savez que vous avez été au courant de l'actualité. Il y a une école... ah oui, c'est vrai, excusez-moi, il faut que j'en parle tout de suite. Alors, pendant l'été, il y aura les rencontres, concerts, toujours du domaine Forgette. Des petits concerts qui se déroulent durant toute la période de l'été. Ça, c'est très populaire, hein? La salle se remplit à chaque fois. On met le musée gratuit pour la période du concert et la salle se remplit. Et c'est extraordinaire de rencontrer les étudiants du domaine Forgette dans un contexte moins guindé. Alors, ils sont près des gens. À travers des grandes œuvres, les étudiants sont fascinés de voir les œuvres à chaque fois et d'être dans la grande salle de Françoise Labbé en train de jouer de la musique près des gens. C'est une atmosphère unique. M. Fortin, le directeur artistique du domaine Forgette, me dit à chaque fois, il dit Jacques, c'est une des plus belles réalisations du domaine Forgette. Alors, on est très contents. Je vous invite à suivre ces concerts-là. Ils continueront à se dérouler. Et c'est vraiment... Il n'y a pas une ville, M. Fortin, au Québec qui offre une chose comme ça. Il n'y a pas une ville, vous pouvez le dire, là. D'avoir des étudiants qui viennent de par le monde, de toutes les langues, à travers une grande exposition. Écoutez, moi, je vous mets au défi d'en trouver un autre endroit qui fait ça. Et c'est à Baie-Saint-Paul puis à Charlevoix que ça se passe. Alors, je vous invite à le suivre. Alors, évidemment, Monsieur le Président a mentionné, il y aura un changement d'hôte au musée à partir du 24 juin. Le vernissage est le 23 juin. Je veux juste signaler la présence de mon successeur, Martin Ouellette, qui est ici présent aujourd'hui, qui a bien accepté d'être là comme témoin, puis avec qui on a commencé le transfert des compétences actuellement. Alors, moi, je demeure en fonction jusqu'au 23 juin et Martin prend la relève le lendemain du vernissage. On va animer le vernissage ensemble. Et puis, moi, je resterai simplement pour la réalisation du symposium avec Mme Lacerte, mais jusqu'à la fin du symposium. Alors, on s'est séparé les tâches comme ça. Mais à partir du 24 juin, il y aura un nouvel hôte. Et puis, je lui souhaite de tout cœur une belle chance et que ça aille bien, une belle continuité. Puis, je pense que ça va bien aller aussi. Il commence dans des belles conditions. Et puis, c'est un homme plein de passion. Alors, je pense que vous aurez en lui un fidèle serviteur de la communauté. Alors, ceci dit, merci Martin. Et ceci dit, évidemment, pour parler du symposium maintenant, c'est vraiment important, c'est notre grand événement. Le symposium, je suis correct, là? Bon. Alors, il va se passer dans un endroit dont on a parlé beaucoup depuis la dernière année. Alors, l'école Thomas Tremblay. Alors, le symposium change, c'est tout un événement. Je sais qu'à la ville, quand j'en ai dit à M. Fortin, j'ai dit, on va changer d'endroit. Il y avait un petit pincement de cœur. Je connais M. Fortin, il ne me l'a pas dit, mais j'ai senti un petit pincement de cœur en disant, ouais, vous quittez notre aréna. Parce que la ville, écoutez, on a eu, avec la ville, un soutien extraordinaire à l'aréna. On ne met pas ça en doute, là. C'est pas ça le problème du tout. C'est que la ville, avec les équipes, les gens de la ville nous donnaient du support. Monsieur Bellerive, même, on les a honorés une année. Les employés de la ville étaient extraordinaires. Ils tenaient leur symposium, puis ils nous offraient une belle collaboration. Ils ne comprenaient rien des œuvres, ils me le disaient, mais ils disaient, écoute, on les aime. Puis ils aimaient ça. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Les choses changent, les choses évoluent. Le symposium a commencé là, a fait pendant quand même 35 ans place dans cet endroit-là. C'est un lieu qui est difficile aussi à animer. Je pense qu'on a réussi malgré tout dans les dernières années à le rendre un petit peu plus vivant que le nouveau décor qu'on avait fait. L'autre affaire, le problème, c'est qu'avec les années, il y a eu la construction de la bibliothèque. On n'était pas dans le circuit de l'achalandage. Il fallait repenser tout ça. Et l'occasion avec l'école Thomas Tremblay nous permettait de réfléchir à ça aussi.
et de créer une nouvelle opportunité pour le symposium. L'idée, pourquoi on s'en va à l'école Thomas Tremblay, bien, vous voyez, il est derrière le musée. On va faire des échanges de clientèle. On va pouvoir créer des forfaits plus intéressants d'expérience. Et puis, c'est tout naturel entre ces deux institutions-là parce que, vous savez, le musée, avant, c'était l'école des Frères Maristes élémentaires, moi, où j'ai fait ma première, deuxième, jusqu'à 5e année. Alors, et il y avait une passerelle qui reliait avec l'école Thomas Tremblay, puis c'était le secondaire. Quand le musée a été construit, c'est devenu l'école élémentaire. Mais initialement, c'était une école secondaire. Et pourquoi s'en aller là? Bien, qu'est-ce qu'on pense, ce qu'on va faire comme défi, c'est que chaque classe va devenir un atelier d'artistes, dans lequel les gens vont pénétrer dans l'univers de l'artiste et pouvoir le rencontrer encore plus dans son intimité. Ça va changer le symposium. C'est sûr qu'il y a des défis, là, mais on est heureux de relever ce défi. On veut remettre la grande salle initiale en bas dans son état original pour permettre de faire des performances d'artistes, faire présenter des films, puis faire un coin vraiment festif et d'animation au niveau du rez-de-chaussée. Il n'y aura pas de mise aux normes pour l'instant. Tout ce qu'on fait, nous, actuellement, c'est de mettre ça propre, de peinturer, puis de s'organiser pour que ça soit un bel endroit pour faire le symposium pour les prochaines années. Et on pense, on est avec la cour de l'école Thomas Tremblay, que le stationnement et tout cela, ça va être un très bel endroit pour tenir le symposium. C'est un beau défi, ça va être nouveau, et puis ça va permettre un meilleur échange avec les artistes. Alors écoutez, je pense que c'est une belle façon de donner une belle vocation à ce bâtiment-là qui appartient à la communauté. Ça a toujours été notre position que l'école Thomas Tremblay, c'est un acquis de la communauté et elle devait retourner à la communauté et elle se trouvera à retourner à la communauté par son symposium et les différentes activités qu'on pourra y tenir pendant toute l'année par la suite. Alors, on est très fiers d'y aller. Je veux remercier les membres du conseil d'administration. Ça a été un dossier difficile pour tout le monde, pour la communauté, de régler ce dossier-là, mais il s'est réglé, puis c'est grâce aux membres du CA. Je veux remercier le président, le vice-président, remercier tous les gens qui ont fait leur effort, parce que c'était un effort collectif à faire, et on est heureux du résultat. On est vraiment heureux. Je pense qu'elle mérite un applaudissement au président et à tous les membres du conseil. Alors, on va parler maintenant du 36e symposium, de sa programmation, de ses activités, l'art et la politique. Ça fait peur, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Je veux vous présenter la directrice artistique qui commence maintenant son mandat de 3 années, Sylvie Lacerte. Sylvie Lacerte, c'est un grand nom. C'est un choix. J'étais très content quand elle a accepté le mandat de prendre la direction du symposium, parce que c'est important d'avoir des gens qui sont capables d'élever les débats et de faire en sorte que cet événement-là atteigne un niveau de qualité reconnu à travers le pays. Et avec Mme Lacerte, c'est ce qui est possible de faire. Alors, d'avoir accepté de travailler avec des moyens réduits aussi. Parce que le symposium, même s'il a une belle notoriété bien connue, on n'a pas les moyens des grands centres. Mais on peut se confronter avec eux puis réaliser des grandes choses de même manière. Les régions, souvent, sont oubliées, mais nous, on leur rappelle que les régions existent. Alors, sans plus tarder, j'invite Sylvie Lacerte à vous présenter la programmation du 36e symposium de Baie-Saint-Paul. Bonjour tout le monde, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil et à tous les gens qui sont ici. Merci d'être ici en si grand nombre. Je voudrais aussi faire des remerciements. Je voudrais remercier Monsieur Tremblay et mes prédécesseurs aussi, Serge Murphy et Marie Perrault, qui m'ont incité à poser ma candidature, et à Jacques Tremblay qui m'a fait confiance et qui m'a donné toute la marge de manœuvre pour organiser ce 36e symposium. Je dois vous dire que je suis assez contente de commencer mon mandat de 3 ans dans l'école Thomas Tremblay. Donc, c'est vraiment
a new beginning, excusez-moi de le dire en anglais, là, mais bon. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe du symposium, Patricia Aubé, Sandra Lavoie, Martin Ouellette, qui m'ont vraiment soutenu tout au cours de cette dernière année, parce que même si je commence officiellement aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on travaille sur le symposium. Anne Beauchemin aussi, qui était sur le comité de sélection, que Patricia Aubé a mené de main de maître. On a eu 112 candidatures après l'appel à projet sur ce sujet apparemment difficile, mais pas vraiment, parce qu'après l'introduction de M. Tremblay sur sa vision d'un musée et sur l'exposition Bordua, Bordua a fait un geste politique. Le refus global était un manifeste politique en 1948. Et je pense qu'avec les années à travers lesquelles nous vivons, c'était impossible de ne pas parler d'art et de politique avec le G7 qui s'en vient. Et quand j'ai décidé de créer cette thématique, j'étais même pas au courant encore que le G7 s'en venait. C'est 1 mois plus tard que j'ai vu ça dans les journaux. Je me suis dit, bon, on est vraiment synchrone. Alors, art et politique, les migrations, la guerre en Syrie, quoi d'autre? Donald Trump aux États-Unis, le retrait de l'accord de Paris, le Brexit. Écoutez, il y a des sujets innombrables desquels on peut parler et auxquels plusieurs artistes à travers le monde s'intéressent et dont les sujets font partie de leur démarche artistique. Donc, on a 12 artistes, mais en réalité, on en a 14, et dont une qui est ici présente en ce moment, mais qu'on ne verra pas malheureusement dans la présentation, Gabrielle Lajoie-Bergeron, qui est à l'arrière ici, qui va faire un atelier ouvert pour les 2 dernières semaines du symposium, dans l'école aussi. Alors, je la remercie d'être parmi nous. Vous verrez sa démarche dans la magnifique brochure qui a été dessinée par Dominique Mousseau. Donc, 12 artistes qui vont tous s'attaquer, chacun à leur façon, à la thématique, l'art et le politique. Donc, on commence par Ari Bayouadji, qui est un artiste qui vit à Montréal, mais qui est d'origine indonésienne. Ensuite, je vais aller assez vite, je ne vais pas... Galiblé, qui est une artiste israélienne qui vit et travaille en Israël et aux Pays-Bas et qui a une vision assez critique de son gouvernement. Jean Briand, un sculpteur québécois qui est assez connu. Cette œuvre-là est au domaine Forget. Laurent Gagnon, qui fait des travaux avec des objets trouvés. Ensuite, Maryse Goudreau, qui a gagné le prix Lynn Cohen l'année dernière, photographe et installatrice. Liane Ho, qui est une peintre de Toronto, mais qui travaille aussi à Hong Kong, qui est originaire de Hong Kong, qui fait des travaux, comme vous voyez, qui ne demandent pas trop d'explications. Michael Love, un artiste de Vancouver, qui, lui, s'intéresse à la guerre froide et aux reliques, ni plus ni moins, aux vestiges de la guerre froide avec ses photographies. Marie-Christiane Mathieu, une artiste de Montréal et qui travaille à Québec aussi, professeure à l'Université Laval. Elle a un laboratoire sur roue. Donc, et Shelley Miller, une artiste qui fait un travail en céramique, en carré de sucre qui fondent avec le temps, mais qui s'attaque à des sujets sur la colonisation. Ensuite, Marie-Hélène Parent, dont le sujet principal est l'environnement. Donc, elle aura des installations multimédia. Leila Zeli, une jeune artiste d'origine iranienne, mais qui vit à Montréal et qui va s'attarder beaucoup au sort des femmes en Iran dans des théocraties. Ensuite, Fred Laforge et Eddie Firmin, qui vont travailler ensemble sur les questions d'identité. Fred Laforge est un artiste du Québec. Eddie Firmin est un artiste né en Guadeloupe, mais qui travaille maintenant à Montréal. Ensuite, c'est ça. Je vais rien que dire aussi que, donc, 12 artistes,
c'est une cohorte intergénérationnelle. Et ça, je tiens à le souligner. C'était vraiment très, très important pour moi d'avoir des artistes de toutes les générations, parce que c'est pas parce qu'on atteint un certain âge que notre travail n'est plus aussi pertinent ou percutant que quand on est très jeune. Donc, on a chacun notre lunette d'approche pour comprendre le monde à travers notre travail artistique. Et donc, c'était très important pour moi d'avoir des artistes très jeunes jusqu'à des artistes un petit peu moins jeunes, plus de ma génération. On va dire ça comme ça. Il y aura aussi des conférences. Donc, la première conférence sera offerte par Dominique Blain, qui est aussi notre présidente d'honneur pour le symposium. Dominique Blain, dont la démarche depuis plus de 30 ans est résolument sociale et politique, mais très, très belle, avec une esthétique béton, je pourrais dire. Ensuite, Anaïs Barbeau-Lavalette, donc en écho à l'exposition Bordua, et c'est un hasard, je vous le dis, là, c'était pas fait exprès. Donc, Anaïs Barbeau-Lavalette, que vous connaissez pour son livre « La femme qui fuit », mais aussi pour son film « Inch'Allah », donc art et politique. Ça a toujours été partie intégrante de la démarche d'Anaïs. Ensuite, Carl Trahan, qui est un artiste de Montréal qui s'intéresse beaucoup à l'art c'est-à-dire de l'ère de l'industrialisation début 20e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu sa première exposition au Musée national des beaux-arts du Québec l'été dernier, et c'est quand j'ai vu son exposition que j'ai voulu l'inviter comme conférencier pour qu'il nous parle de sa démarche. Aidan Matlabi, qui se qualifie de photographe humanitaire, qui va aussi avoir des photos sur le parcours sur le sentier de l'art. Donc, quelques photographies, 6 photographies. Et il va venir nous parler de sa démarche artistique où lui va travailler en zone de conflit partout à travers la planète. Il est d'origine iranienne, mais vit le plus souvent, enfin, à Montréal, mais surtout à travers la planète. Kim Obam-Sawin viendra nous présenter son film « Ce silence qui tue » sur les affres des suites des écoles, des pensionnats, pardon, mais sur les femmes, surtout. Un très, très, très beau film, percutant. Donc, elle sera là pour discuter avec le public du film et du tournage. Et finalement, Natacha Canapé-Fontaine, qui va donner le spectacle de fermeture, de clôture du musée avec des musiques de Thomas Fury, qui sera sur la scène aussi avec Natacha. Donc, une belle programmation. On aura des films aussi. Donc, Inch'Allah, le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui sera présenté quelques jours avant sa venue. Donc, elle pourra nous en parler. Les ordres, j'ai voulu retourner un petit peu en arrière dans l'histoire du Québec pour parler de ce film qui est vraiment un film extraordinaire de Michel Brault. Ensuite, Human Flow, à ne pas manquer, un film de Ai Weiwei, artiste chinois et activiste, sur la migration, justement. Alors, il a voyagé partout sur la planète pendant 1 an pour faire ce film-là, a parlé avec des réfugiés, que j'ai vu le film et c'est vraiment incroyable, c'est bouleversant. Et Persepolis, qui est un film, un dessin animé, qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 8 ans qui est en train de vivre la révolution iranienne à la fin des années 70 et qui est très perturbée par tout ça et par ce que la révolution réserve comme sort aux femmes. Donc, et avec Ce silence qui tue, évidemment, qui sera le dernier film présenté. Ici, vous avez la programmation sur le calendrier, et puis dans la programmation, il y aura des présentations de chacun des artistes 3 fois par semaine.
On ira dans leur atelier et ils pourront nous parler de façon plus formelle, si vous voulez, que quand on va entrer à tous les jours dans leur atelier. Donc, ils vont nous parler du projet. Évidemment, je ne peux pas vous parler de ce qu'ils vont faire, hein, parce que c'est en devenir. Mais pendant le comité de sélection, pour les artistes qui ont été sélectionnés, en tous les cas, on était vraiment très excités de voir leur projet et comment ils se sont tenus à la thématique. Mais je voudrais dire qu'ils n'ont pas perverti leur démarche pour se coller à la thématique, parce que la thématique fait vraiment partie de leur démarche, partie intégrante. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous viendrez en grand nombre au symposium. Merci beaucoup. Alors, Madame Sylvie Lacerte, directrice artistique du 36e symposium de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Charlevoix. Merci. Alors, pour vous, c'est le début de 3 ans en tant que directrice artistique pour le symposium de Baie-Saint-Paul. Et cette année, le thème, c'est l'art et la politique. Le politique. Le politique. Entendu dans son sens global et philosophique, si on peut dire comme ça. Okay. Parce que la politique, c'est plus partisan. Okay. Là, c'est pas ça du tout qu'on fait. C'est l'art et la politique vraiment d'une façon très globale. Et le politique est souvent venu influencer les créateurs. Oui, absolument, c'est sûr, parce que chacun des créateurs, de quelque époque qu'il ou qu'elle soit, vit dans sa période où il y a des choses qui se passent au plan politique. Et donc, c'est certain que ça se traduit dans les œuvres des artistes. Même Velázquez, quand il a peint les fameuses Ménines, c'était évident aussi qu'il était très, très branché sur ce qui se passait dans le monde politique de son époque en Espagne dans les années 1500. Donc, cette année, bien, ça sera en 2018. Et avec tous les événements qu'on vit actuellement partout à travers la planète et ici au Québec aussi, le G7 aidant, bien évidemment. Comme je disais pendant la conférence de presse, j'ai imaginer cette thématique-là avant même de savoir que le G7 viendrait établir ses pénates à la Malbaie. Donc, ça tombe assez bien. Il y a d'ailleurs un des artistes qui va vouloir travailler sur les conséquences du G7 et pour voir si les chefs d'État ont vraiment rempli leurs promesses. Donc, on va voir. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de points de suspension. Oui. 12 artistes encore, et même plus, je crois. Oui, alors 12 artistes qui ont été sélectionnés parmi 112 propositions de projet, plus 2 autres, une artiste qui va venir en atelier ouvert pendant les 2 dernières semaines du symposium, qui est originaire de la Malbaie d'ailleurs, et un 13e artiste que j'avais d'abord invité à titre de conférencier, Aiden Matlabi, qui est un artiste d'origine iranienne et qui se qualifie comme étant un photographe humanitaire, donc qui va faire des photos partout à travers la planète dans des zones de conflit. Donc, comme il restait des panneaux vierges pour le parcours Le Sentier de l'Art, on a décidé d'ajouter des photos d'Aiden. Et donc, on va pouvoir parler de ça de façon plus aisée en voyant évidemment ce que ça donne. Et d'ailleurs, une de ces photos est sur la couverture de la brochure du symposium. 12 artistes, mais multigénérationnels. Intergénérationnel, comme je l'ai dit, très, très important pour moi. C'est bien qu'on fasse place à la relève, mais c'est aussi bien qu'on fasse place à des artistes qui ont du métier. Je pense qu'il y a beaucoup d'émulation qui pourra se créer de part et d'autre, parce que ayant déjà enseigné, j'apprenais beaucoup de mes étudiants et c'est un échange qui se fait dans les 2 sens. Alors, je pense que ça va pouvoir être très riche d'enseignement de part et d'autre, donc multigénérationnel et multidisciplinaire. Mais quand même, avec de la peinture, c'est important d'avoir des peintres, puisque c'était
au départ, un festival, enfin, un symposium de peinture, le symposium de la nouvelle peinture. Et alors, on aura des peintres également, et puis des artistes, des sculpteurs, des installateurs, des nouveaux médias, etc. Donc, toutes les disciplines seront là. Cette année, le symposium déménage, quitte l'Arena pour s'en aller à l'école Thomas Tremblay, qui est juste derrière le musée d'art contemporain. Donc, c'est totalement un nouvel environnement. Oui, mais pour moi, puisque c'est le début pour moi, si j'avais été à l'Arena, ça aurait été un nouvel environnement pour moi aussi. Peut-être pas en tant que spectatrice, parce que j'ai vu plusieurs symposiums à l'Arena, mais je ne les avais pas organisés. Donc, ça va être une autre façon d'organiser les choses. Il va y avoir des défis, mais je trouve ça vraiment emballant. Je suis vraiment très, très, très contente que ça se passe dans l'école. On est à côté du musée. Ça va créer une synergie entre le musée et le symposium qui pouvait moins exister quand c'était à l'Arena, même si c'était seulement 5 minutes de marche. Je pense que ça devrait être pas mal intéressant comme nouveau site, nouvel environnement. Et j'espère que ça va faire du... comme on dit en anglais, du cross-fertilization, que les gens du musée vont venir au symposium et vice-versa, parce qu'ils vont voir aussi des liens entre l'exposition sur Bordua et même ta pièce et l'événement du symposium, l'art et la politique, puisque chacun de ces artistes-là aussi avait une vision très politique de l'art. Donc, on est vraiment en continuité. En plus, le symposium est enrichi par d'autres activités, cinéma et autres. Oui, alors on a une programmation de films, donc il y aura 5 films qui seront présentés, dont le dernier, Ce silence qui tue, de Kim Obam-Sawin, qui est une artiste abénaquise et qui viendra nous parler du film, qui traite des affres que les femmes ont connues dans les pensionnats, mais seulement les femmes, surtout les femmes. Un film vraiment percutant, touchant, troublant. Donc, ça devrait être intéressant de pouvoir aussi discuter avec la cinéaste. On aura Inch'Allah de Anaïs Barbeau-Lavalette qui va aussi faire une conférence et qui a écrit aussi La femme qui fuit. Donc, encore une fois, un peu branché sur l'exposition Bordua. Il y a vraiment des liens là, qui s'établissent. Et oui, donc des films, des conférences, un spectacle de clôture avec Natacha Canapé-Fontaine, des Bleuets et des Abricots avec une musique de Thomas Fury et des présentations plus formelles, si vous voulez, des artistes, chacun dans leur atelier, 3 fois par semaine. Alors, une 36e édition qui promet. Bien, j'espère bien. En tout cas, on a travaillé fort pour faire quelque chose qui puisse intéresser tout le monde. On ira voir ça. Merci, Mme Lacerte. Merci à vous. Alors, vous voyez, c'est une programmation de haute gamme. C'est vraiment digne des grands événements nationaux. C'est ce qu'on disait au début. On va retrouver ici des gens qui vont engendrer des débats, des réactions qui vont interpeller, qui vont déranger, et tant mieux, parce que c'est ça qu'on veut faire avec le symposium et avec l'art et la culture en général. Je parlais avec le Centre des Dames, du Centre des Femmes tout à l'heure, et on leur disait comment c'est important la culture. Je pense que quand on présente les débats qu'ils vont avoir, il y a sûrement des gens des Centres des Femmes qui vont être intéressés par les débats qu'on va soulever à travers ce symposium. Alors, voilà, le prochain, c'est... Je vous invite à visiter. Je vous rappelle que pendant l'été, des fois, les gens de Baie-Saint-Paul l'oublient, mais on a quand même plusieurs œuvres dans la... Je parlais des... Là, tu parles de l'art public. On a des œuvres, des grandes œuvres qui vont être qui sont présentées durant toute l'année. Je vous les rappelle. Il y aura l'inauguration de l'œuvre de Riopelle le 23 juin, sur le parvis du musée, où elle sera installée. Il y a la Broussic, toujours en permanence, qu'on peut retrouver près de l'hôtel de ville.
Donc, je pense qu'on est fiers, la Ville et le musée, de cette installation. Il y a le phare ici, à l'hôtel Le Germain, de M. René de Rouen, qui est une œuvre importante de M. de Rouen. Et il y a l'œuvre de Philippe Allard à la laiterie Charlevoix, qui est vraiment, qui avait été réalisé pendant un symposium, qui est installé là en permanence. Je vous invite d'y aller. C'est magnifique à voir cette installation-là. Alors, c'est des œuvres quand même importantes qui se retrouvent. Il y a aussi le Sentier de l'Art pendant tout l'été qui présente des œuvres et des réalisations des artistes qui vont participer au symposium. Alors, je vous invite. Le Sentier de l'Art est maintenant installé. C'est fait, ça a été renouvelé. Alors, je vous invite, c'est magnifique, les photos, le parcours est superbe, les photos sont magnifiques. Et je pense que ça s'intègre bien dans le décor de Baie-Saint-Paul. Puis, je regardais hier après-midi, je me promenais sur la rue Saint-Jean-Baptiste, puis là, je voyais des gens qui s'assoyaient, puis qui regardaient le panneau, puis qui se posaient des questions. Bien, je dis, mon Dieu, enfin, l'objectif est atteint. Alors, on est très heureux, c'est de la grande qualité. Est-ce que c'est parfait? Presque. L'année prochaine, on fera mieux. Hein, M. Kidd? Sûrement. Alors, le Sentier de l'Art, l'Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul, un peu partout, je vous invite à le visiter. On est rendu à... Bon, il faut que je suive le monsieur. Hein? Bon. Je veux, avant de vous parler de notre hôtel particulier qui est le Germain. C'est presque notre hôtel particulier. Coco Chanel avait son hôtel à Paris, puis le musée a son hôtel ici. Je veux vous parler maintenant de... je vais céder la parole à Mme Sylvie Dionne, la directrice générale du Germain, qui a des petites annonces à vous faire. Mais je veux dire que je veux parler quand même, avant de lui céder, le remercier pour le beau partenariat qu'on fait avec l'Hôtel Le Germain. C'est important pour nous, parce que Le Germain, pour nous, c'est notre hôtel à Baie-Saint-Paul. Puis je l'ai toujours dit, puis nous, à partir du moment où l'hôtel a été construit, nous sommes venus ici faire notre cocktail de financement annuellement, et on y tient. On y tient d'être présent. On y est présent par les œuvres, on est présent par les activités, on est présent par nos rapports au cours de l'année, on est présent par nos échanges, des fois musclés, c'est important, on est en affaires de part et d'autre, mais en même temps, on est conscient de l'importance de l'un et de l'autre. Et l'Hôtel Le Germain est un atout pour Baie-Saint-Paul, de la même manière que le musée se veut être un produit d'appel important pour faire en sorte que cette économie touristique se porte bien. Alors, c'est ça notre rôle. On travaille dans cet esprit-là. Et il y a une très belle collaboration avec Le Germain que je tiens à souligner. Il y a un projet. Cette année, on a fait des échanges là, de billetterie. Et puis, c'est merveilleux. On est très heureux. Et je vais céder tout de suite, sans tarder, la parole à Mme Dionne, qui a quelques annonces à faire à la fois pour le musée, mais aussi à la fois parce qu'à chaque année, elle va vous l'expliquer, il y a aux 2 ans, vous faites un encan avec les fournisseurs du groupe Germain, et cet encan-là rapporte des argents, et le Germain choisit 3 organismes qui bénéficient des profits engendrés. Alors, il y aura une remise de chèques là-dessus aujourd'hui. On a profité de la conférence pour le faire et c'est une belle façon de souligner l'importance que le Germain a dans la communauté. Alors, sans plus tarder, Mme Dionne. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas le verbe aussi facile que vous, par exemple, mais je dois avouer que vous m'aviez inspiré. Vous avez, je pense, commencé d'entrée de jeu par dire que le musée avait une mission. Je pense que, clairement... vous êtes très investis de votre mission. Vous l'êtes tous d'ailleurs. C'était vraiment des magnifiques présentations. Alors, j'aimerais évidemment féliciter l'équipe du musée pour le lancement de la programmation estivale, l'exposition Bordua, mais également toutes les autres activités du musée attireront certainement les amateurs d'art dans la région et des 4 coins de la province et de plus loin ailleurs au Canada ou à l'international. Alors, c'est avec enthousiasme que l'Hôtel Espoir Le Germain Charlevoix s'engage à offrir un billet d'admission à tous les invités de l'hôtel qui séjourneront du 23 juin au 4 novembre. Alors, c'est un
un beau partenariat, je pense, entre le musée et l'hôtel. C'est pas quelque chose qu'on va refacturer sur le prix de la chambre. On offre carrément un billet gratuit. On fait la promotion des différentes activités du musée à l'ensemble de nos invités. Alors, on espère qu'ils iront à 100 %. Puis, d'ailleurs, mon équipe est ici. Catherine, qui s'occupera de la promotion au niveau des différentes plateformes web, réseaux sociaux et autres. Et Annie, qui est là, qui s'occupera avec son équipe d'accueil, réservation, tout ça, de faire la promotion directement auprès des invités. On veut vraiment que les billets soient remis de main à main. On ne veut pas laisser le billet sur une table dans la chambre. On veut vraiment que ce soit remis main à main pour que les gens entrent au musée, aillent au symposium, visitent les différentes activités et apprécient ce qui est offert à Baie-Saint-Paul par le musée et son équipe. Et on en est vraiment très contents. C'était une belle approche, d'ailleurs, de M. Saint-Just-Tremblay et Martin. Puis on espère que ce sera une belle ouverture également pour peut-être un partenariat plus grand à travers le Canada avec l'ensemble des autres musées. Mais on va commencer par faire ce test-là avec le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et on est très contents. Alors, on espère également que ça va permettre au musée d'évaluer l'attractivité dans la région des visiteurs et permettre d'évaluer les revenus touristiques générés et évaluer les nuitées commerciales qui peuvent aider pour d'autres types de financement ou quoi que ce soit. Alors, évidemment, nous aimerions aussi profiter de l'activité réjouissante aujourd'hui. Je pense que vous avez ouvert la porte tout à l'heure pour annoncer 3 dons à 3 organismes qui œuvrent dans la région de Charlevoix. Alors, en janvier dernier, le groupe Germain Hôtel a convié pas seulement fournisseurs, mais également partenaires et investisseurs à une activité ici à l'hôtel qui, effectivement, c'était notre 2e événement. On l'avait fait il y a 2 ans auparavant également, où on fait différentes activités, mais on amène vraiment les gens à Baie-Saint-Paul. Et la dernière soirée, on fait un encamp bénéfice au profit de différents organismes de la région. Alors, c'était des conférences inspirantes, activités culturelles et autres. Et on a récolté, en fait, les 3 organismes qui ont été choisis. Je pense qu'il y a des représentants ici, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, le Forum jeunesse Charlevoix-Ouest et le Centre des femmes de Charlevoix, qui ont, en fait, la remise des chèques. Il faut comprendre que la majorité de ces organismes ont des années financières qui se terminent le 31 mars. Et comme l'événement a eu lieu au mois de janvier et qu'on leur avait annoncé le montant qui leur était remis, je pense qu'ils étaient contents de terminer leur année financière avec le chèque encaissé. Alors, les chèques ont été remis de façon moins informelle un peu plus tôt cette année, mais c'est avec fierté que le groupe Germain Hôtel a amassé près de 20 000 $ à l'intention de ces 3 organismes. Alors, bravo à tous pour votre apport dans la communauté et nous sommes de fiers voisins. Écoutez, ça conclut pour l'ensemble de notre programmation. Je veux juste en terminant rappeler et vous dire que si tout ça est possible, c'est grâce à nos partenaires. Power Corporation, cette année, est présent comme présentateur de l'exposition Bordua. Vous avez le ministère de la Culture, Patrimoine Canada est vraiment le ministère qui subventionne à hauteur de 150 000 $ l'exposition de Bordua, parce que c'est une exposition qui coûte quand même assez cher. La ville de Baie-Saint-Paul, donc on a le soutien constant qui est un partenaire régulier du musée et du symposium. Je remercie encore une fois le maire et les conseillers, puis on doit se rencontrer prochainement là, pour rediscuter certaines choses. Mais merci de votre support et de votre présence, puis de votre ouverture à la culture. La Caisse de la Vallée du Gouffre, qui est vraiment un partenaire important. Le Conseil des arts du Canada, qui nous donne un montant important cette année pour nous aider à faire le transfert de notre événement. Hydro-Québec, qui est un partenaire régulier pour le service éducatif pour nos jeunes. Le Casino de Charlevoix, qui est un partenaire important aussi, qui donne des argents au musée pour nous aider à tenir nos activités. Tourisme Charlevoix, la MRC, qui est des collaborateurs, qui nous donne de l'argent aussi, la MRC Charlevoix-Est. La Fabrique culturelle, qui est un partenaire au niveau de la publicité. L'Hôtel Le Germain, évidemment. La Galerie d'art Michel Biguet, qui est partenaire dans le cadre du projet de l'exposition Bordua. Le Square Philippe avec M. Fournel, la même chose. L'Harmattan, Galerie Art et Style, M. Charret, qui est un bon collaborateur que je remercie, il est présent. Alors, merci beaucoup, M. Charret, de votre soutien et de votre ténacité à croire en nous. Merci beaucoup.
et la revue Interactuelle et Ciel variable. Alors, ce sont tous des collaborateurs. Il y en a d'autres qui ne me demandent pas nécessairement, mais il y a aussi le cœur des gens qui nous aident et qui croient en la culture et à l'importance. Merci à Annie Vaillancourt, Mme Germain, pour votre présence ici. Merci à vous tous et à toutes. Et bonne saison, bel été, profitez-en. Le soleil est déjà arrivé. Et vous avez une raison de plus de vivre et de vous réjouir, c'est de venir au musée et de participer au symposium. Merci. Bonne saison.